Dans cette vidéo, on va voir 5 red flags en entrepreneuriat, des comportements toxiques. On n'en parle pas beaucoup, je trouve. On parle beaucoup des red flags en amour, mais on parle pas beaucoup des red flags en entrepreneuriat. Et pourtant, ça peut te coûter très très cher, que ce soit en termes financiers bien sûr, mais aussi en termes de coût mental. Quand on s'engage avec quelqu'un, quand on s'associe avec quelqu'un, c'est parfois pendant des années. Parfois, on y met nos tripes, on y met du temps, on y met même parfois nos économies. Et donc, si on s'associe avec une personne qui a un de ces 5 red flags, ça peut être extrêmement dangereux. Donc faire très attention à repérer ces red flags chez les gens avec qui tu as envie de t'associer, chez les gens avec qui tu as envie de faire un partenariat ou même chez les gens qui pourraient être tes mentors, que tu as envie de suivre, de qui tu as envie d'apprendre, parce que ces red flags, ils peuvent te tromper et ça peut être très très dur quand on se réveille et qu'on se rend compte qu'on s'est fait avoir. Le premier red flag, il paraît complètement inoffensif et c'est pour ça qu'il est dangereux, c'est la personne qui s'enthousiasme pour tout. Donc à première vue, c'est plutôt sympathique, tu rencontres quelqu'un, tu lui parles de ton projet, il est à fond, dès qu'il rencontre un entrepreneur, il est à fond, il a envie de lancer 15 000 projets en même temps, il se lance, il part un peu dans tous les sens. Une personne comme ça, souvent ça fait des gens qui sont magnétiques, ça fait des gens qui attirent toujours beaucoup de gens autour d'eux parce que l'enthousiasme est contagieux, mais c'est aussi un red flag en entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que par définition notre temps est limité et on peut pas tout faire. Et donc un bon entrepreneur, il doit être capable de faire le tri entre les bonnes idées et les mauvaises idées, entre les choses sur lesquelles il est prêt à s'impliquer, il est vraiment prêt à mettre du temps pendant des mois, parfois pendant des années, et les projets qu'il va abandonner rapidement. Et ça demande une bonne connaissance de soi. Et donc s'enthousiasmer pour tout quand on a 20 ans, c'est ok parce qu'on n'a pas encore eu beaucoup de temps pour bien se connaître, mais s'enthousiasmer pour tout quand on a 30 ou 40 ans, ça commence à être problématique parce que ça montre qu'on ne se connaît pas. On a tendance à oublier ce que les psychologues appellent l'illusion, la fin de l'histoire, qui est que régulièrement, on a l'impression d'être arrivé un peu à la fin de l'histoire, d'avoir pris une décision définitive, qu'on changera plus d'avis, qu'on est comme ça et pas autrement. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'on change avec le temps, que nos intérêts, ils évoluent, et donc que ce qui nous intéresse à fond maintenant, ça va probablement passer. Un entrepreneur qui veut tout faire et qui s'enthousiasme de tout ne pourra rien faire bien. Il vaut mieux s'associer avec quelqu'un qui est un peu plus négatif, qui dit un peu plus souvent non, mais quand il dit oui, c'est un grand oui, un oui pour lequel il est prêt à s'engager. Et l'illusion de la fin de l'histoire, c'est une des raisons pour lesquelles j'évite de collaborer avec des gens qui ont beaucoup de tatouages. Je sais que ça peut paraître stupide et j'ai rien contre les tatouages, mais pour moi, quelqu'un qui a beaucoup de tatouages, c'est quelqu'un qui ne réalise pas que ses goûts peuvent changer avec le temps et qui va probablement se retrouver dans 10 ans à payer très cher pour devoir se les faire enlever. Alors je précise que s'il y a un red flag qui me concerne un petit peu, c'est celui-là. Moi j'ai cette tendance un peu à m'enthousiasmer pour plein de trucs et me mettre à fond dans des lubies. Ça va durer quelques mois, parfois seulement quelques semaines et ensuite je vais passer à autre chose. D'ailleurs je t'en parlais dans une de mes dernières vidéos qui s'appelle Mon pire échec, où c'était justement un projet entrepreneurial dans lequel je m'étais enthousiasmé quand j'avais 20 ans et qui a fini par fermer ses portes. Donc la différence, c'est que maintenant j'ai parfaitement conscience de ce biais que j'ai et donc j'évite de prendre des décisions dans lesquelles je sais que je vais pas forcément rester engagé à l'intérieur. Le deuxième gros red flag, c'est la personne qui pense que ses idées lui appartiennent. Ça, c'est un red flag qui montre vraiment l'immaturité d'un entrepreneur, puisque les entrepreneurs qui ont du talent savent que c'est jamais celui qui a trouvé l'idée qui gagne, c'est celui qui l'a le mieux exécuté. C'est pas Instagram qui a trouvé l'idée des stories, ils l'ont pillé à Snapchat et à l'époque tout le monde a dit mais comment ose-t-il faire ça? Et finalement aujourd'hui qui c'est qui a gagné? C'est Instagram, la croissance d'Instagram était beaucoup plus grosse parce qu'ils l'ont bien exécuté. Et donc le marché en fait se fiche de à qui appartient l'idée. La personne qui a trouvé l'idée en premier peut aller pleurnicher, se plaindre auprès de ses amis, faire des vidéos YouTube pour expliquer que c'était elle qui avait trouvé l'idée. Le marché s'en fiche. Le marché ira servir ses propres intérêts. Et donc si cette personne a un concurrent qui a su mieux exécuter l'idée, qui a su aller plus loin et qui a su mieux servir ses clients, c'est chez cette personne que le marché ira. Le problème aussi d'un entrepreneur qui s'accroche trop à ses idées, qui veut mettre un titre de propriété dessus, c'est que c'est aussi quelqu'un qui se prive d'innover. Il ne faut pas développer de l'affection avec ses idées au risque de ne plus voir les autres bonnes idées qu'il y a autour de nous et au risque de ne pas voir qu'il existe aussi de meilleures idées que la première idée qu'on a trouvée. Il faut être prêt à repartir de zéro à chaque fois. C'est un truc que j'avais lu dans l'excellent bouquin Montrez votre travail d'Austin Kleon. C'est que l'humoriste Louis C.K., qui au passage est mon humoriste préféré, a travaillé sur la même heure de spectacle pendant 15 ans avant de découvrir que son mentor, George Carlin, jetait toutes ses blagues chaque année et repartait de zéro. Et donc après avoir fait ça, il a décidé de faire la même chose et ça l'a littéralement libéré. Il disait, je cite, « Lorsque vous avez fini de raconter des blagues sur les avions et les chiens et que vous les jetez, qu'est-ce qu'il vous reste? On ne peut que creuser plus profondément. Vous commencez à parler de vos sentiments et de qui vous êtes et puis vous faites ces blagues et elles disparaissent.
il faut aller plus loin. En gros, quand on se débarrasse de notre vieux travail, alors on laisse de la place pour du nouveau travail et c'est comme ça qu'on avance. Je suis particulièrement sensible à ça parce que moi j'ai été énormément plagié. J'ai des pages de vente entières qui ont été plagiées par des concurrents qui sont plus gros que moi. J'ai des titres de formation qui ont été piqués, des concepts, des modèles dans mon activité, des titres par exemple pour mes produits. Par exemple, à une époque, je faisais une newsletter quotidienne que j'appelais mes emails privés. J'étais le premier à avoir trouvé ce nom-là. Et maintenant, j'ai l'impression que la moitié des mecs qui ont une newsletter sur internet, ils appellent ça mes emails privés. Bref, heureusement que je suis pas resté accroché à ça. Et d'ailleurs, ça m'arrive aussi d'être accusé de plagiat parce que j'ai trouvé une bonne idée chez quelqu'un et je l'ai fait à ma sauce, ou alors parce que par hasard, on a tous les deux trouvé la même idée. Il y a un gars qui m'a traité de plagieur récemment parce que je lui ai piqué l'idée de faire des tunnels de vente sur Podia, comme si c'était quelque chose sur lequel on pouvait mettre son titre de propriété dessus. Et ce qui est amusant, c'est que je suis allé voir ce qu'il avait fait entre temps. Il a posté 2 autres vidéos sur sa chaîne et il a lancé aucune formation. Moi, j'ai posté une 50aine de vidéos, j'ai lancé 4 nouvelles formations. Donc lui, il reste accroché à son idée en essayant de la défendre à tout prix. Et moi, en attendant, j'ai lancé plein de nouvelles méthodes. Donc, la vie continue. C'est pas grave si on te vole tes idées ne t'appartiennent pas. Ton rôle, c'est de servir tes clients au mieux et ça doit être ça ton obsession. Celui qui pense que ses idées lui appartiennent, c'est un comportement immature et c'est quelque chose qu'on doit rapidement laisser derrière soi. Troisième red flag, c'est les gens qui manquent de transparence financière. Une des premières questions que je pose aux entrepreneurs que je rencontre, c'est comment tu fais de l'argent et combien tu gagnes. Et je sais que c'est des questions parfois qui mettent les gens mal à l'aise, mais ça me permet de savoir assez rapidement si la personne est à l'aise avec l'argent, si elle est transparente avec combien elle gagne, et ça permet parfois aussi de filtrer les bullshitters. Les bullshitters, c'est les gens qui vont essayer de te faire croire qu'ils sont riches par des attributs, parce qu'ils ont une grosse montre ou qu'ils s'habillent d'une certaine façon ou qu'ils parlent d'une certaine façon, mais en réalité, ils n'ont pas grand-chose derrière. Donc moi, j'aime bien quand c'est concret, quand c'est précis, et j'aime bien travailler avec des entrepreneurs qui n'ont pas de tabou avec l'argent, parce que l'argent, de toute façon, va être au cœur de notre relation, puisque c'est une relation business. Il y a un truc aussi duquel je me méfie beaucoup, c'est de tous ces formateurs en ligne qui prétendent faire des chiffres faramineux, qui te parlent de millions, de dizaines de millions, parfois même de milliards, et personne ne peut le vérifier parce que leurs comptes sont privés. Il faut savoir que quand tu as une entreprise, tu peux avoir tes comptes publics, d'ailleurs par défaut tes comptes sont publics, ou tu peux faire des manipulations pour rendre tes comptes privés. Moi ce qui me surprend, c'est que beaucoup de ces gens-là qui essayent à tout prix de faire croire aux gens qui sont riches en filmant des voitures de luxe, en filmant des jets privés, en s'habillant en costume, en portant des grosses montres, souvent c'est des gens qui vont mettre leur compte en privé, donc ils vont faire des démarches spécifiques pour que personne ne sache combien ils ont généré de chiffre d'affaires et de bénéfices. Et ça, je trouve ça quand même assez curieux, et je pense qu'on est en droit de se poser la question, pourquoi ceux qui essayent de nous faire croire qu'ils sont riches choisissent de garder leur compte privé? Ce serait le moyen le plus simple de nous montrer qu'ils sont riches, c'est de nous montrer combien ils gagnent. Et en réalité, derrière ça, pas tout le temps, mais parfois, il y a du mensonge, et la plupart des êtres humains sont pas calibrés pour voir le mensonge. Pourquoi ? Parce que la plupart des êtres humains ne sont pas des menteurs. Et donc ça nous paraît toujours étrange de se dire non mais cette personne elle peut pas me faire un mensonge aussi gros comme ça dans ma face, c'est pas possible, les risques seraient trop importants pour elle. Mais en fait ce qu'on voit pas c'est qu'il y a des gens qui sont des menteurs compulsifs. C'est dans leur nature, c'est comme ça, ils ont toujours utilisé ça comme un outil pour avancer, ils finissent souvent par se faire démasquer et ils arrivent dans un nouveau domaine et ils mentent à nouveau. Il y a des domaines dans lesquels il y a plus de menteurs compulsifs que d'autres et donc c'est important de savoir que même si nous ça nous paraît étrange de faire ça, il y a des gens qui mentent et donc c'est important quand quelqu'un prétend quelque chose qui puisse en apporter tout simplement des preuves. Et d'ailleurs, si tu veux voir mes comptes à moi, mon chiffre d'affaires, mon bénéfice, tout est public, tu vas sur société.com, tu tapes BMProd et tu auras toutes les informations. Quatrième red flag, c'est l'entrepreneur qui ne prend pas ses responsabilités. Et ça, c'est vraiment problématique parce que un des traits courants, normalement, chez les entrepreneurs, c'est justement de sur-responsabiliser. C'est des gens qui ont tendance à prendre plus de responsabilités qu'ils ne devraient. Leur boîte a un moment difficile parce qu'il y a une crise, la plupart des entrepreneurs compétents vont se dire ok, qu'est-ce que je fais? J'ai un problème, qu'est-ce que j'ai fait qui a pu causer ce problème et qu'est-ce que je peux faire pour le résoudre? Il faut accepter l'idée parfois qu'on n'est pas responsable de tout, que évidemment il y a des facteurs extérieurs qui jouent sur nos résultats, mais c'est toujours mieux de se donner un peu trop de responsabilité parce que quand on se donne la responsabilité, on se donne aussi la possibilité d'agir. Celui qui a la responsabilité, c'est celui qui a la réponse. Et donc il faut se méfier des entrepreneurs qui ont tendance à fuir leur part de responsabilité, ceux
ceux qui vont te dire c'est la faute du marché, ceux qui vont te dire c'est la faute de mes clients, ils sont mauvais goût, moi j'ai déjà entendu ça, ça me fait toujours marrer, ceux qui te disent c'est la faute d'un associé ou d'un partenaire qui m'a arnaqué, ceux qui te disent c'est la faute de l'État, c'est la faute des impôts, c'est la faute de la crise. Alors la crise elle a eu très bon dos pendant quelques années, t'as pas envie de travailler avec un putain d'enfant qui dit non madame c'est pas moi, c'est la faute à mon pote. T'as envie de travailler avec des gens qui sont adultes, responsables et qui sont prêts à prendre leurs responsabilités même quand c'est pas de leur faute. D'ailleurs ça c'est un trait professionnel auquel j'accorde beaucoup d'admiration, c'est les gens qui sont prêts à prendre sur eux, même quand c'est pas entièrement de leur faute. Toi, la plupart du temps, tu sais que c'est pas entièrement de leur faute, et donc t'apprécies le fait que ces gens-là en prennent la responsabilité, parce que c'est dans leur champ d'action, et parce que c'est eux qui sont responsables de ce pôle, par exemple, dans ta boîte. Le dernier red flag à regarder absolument, c'est si cette personne a des antécédents douteux. Est-ce que c'est une personne qui a déjà eu, par exemple, des litiges avec des associés? Si elle en a eu un seul, c'est pas forcément très grave et en effet ça peut être la faute des associés, mais si c'est une personne qui a eu plusieurs fois des litiges avec différents associés dans différentes boîtes, bon, bah il y a un dénominateur commun dans tout ça, c'est cette personne, donc elle a probablement une part de responsabilité importante. Ça peut être intéressant aussi de regarder la raison des faillites de ces boîtes précédentes. Est-ce qu'on retrouve une raison récurrente qui revient souvent et qui va pouvoir peut-être se répéter dans ce nouveau projet? Est-ce que c'est une personne qui est connue pour avoir l'habitude de faire ce que j'appelle des petites margoulineries, donc des choses qui sont un petit peu borderline, qui sont dans la zone grise, qui sont pas très honnêtes, avec des petits mensonges, etc. On va se dire, bon, c'est pas très grave, il a pas truandé, mais en fait, qui vole un œuf, vole un bœuf, et souvent les gens qui sont familiers des petites margoulineries, c'est des gens qui ont tendance à favoriser le profit à court terme plutôt que leur réputation sur le long terme, et donc c'est des gens qui ont de fortes probabilités de foutre la merde à nouveau dans le futur, et surtout qui peuvent ne pas s'arrêter à des petites margoulineries, mais qui peuvent augmenter à chaque fois le niveau de malhonnêteté et le niveau de risque pour les gens qui travaillent avec. Une personne qui privilégie le court terme à sa réputation à long terme, c'est dangereux parce que quand tu t'associes avec, même si tu donnes pas à cette personne de responsabilité financière par exemple, bah tu associes ton image de marque avec son image et donc c'est une personne qui va peu se soucier de sa réputation, qui peut perdre beaucoup de points en réputation et ça peut impacter la tienne. Et si tu penses que la réputation ça sert à rien, détrompe-toi, en entrepreneuriat c'est très important parce que c'est ce qui va te permettre de travailler avec des personnes compétentes, avec des personnes qualifiées, c'est ce qui va aussi permettre à tes clients de te faire confiance et de continuer à travailler avec toi sur le long terme. Et globalement, bah, c'est ce qui va te permettre de durer. Évidemment, on va éviter de s'associer avec des personnes qui ont des affaires, qui ont un casier judiciaire, ou alors qui font l'objet de critiques récurrentes de la part d'employés par exemple. C'est très intéressant de regarder comment la personne traite ses employés, ça en dit long souvent. Par exemple, il y a des gens qui payent pas, voilà, qui sont des mauvais payeurs. Et ça, bon, ça c'est un énorme red flag en entrepreneuriat. On s'associe jamais, on ne travaille jamais avec quelqu'un qui a la réputation d'être un mauvais payeur parce que c'est des problèmes assurés. Et c'est probablement un des pires mindsets qu'on peut avoir en entrepreneuriat, c'est d'être proche de ses sous et d'essayer d'arnaquer les autres. Voilà, donc je récapitule les 5 red flags. Le premier, c'est une personne qui a tendance à s'enthousiasmer pour tout et à ne pas s'engager sur le long terme dans les projets. Le deuxième, c'est une personne qui pense que toutes les idées lui appartiennent et qui s'accroche à ses idées comme une moule à son rocher. La troisième, c'est quelqu'un qui manque de transparence financière, qui va essayer de te faire croire que, mais qui pourra jamais apporter de preuves. Le quatrième red flag, c'est quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités et qui a tendance à sans arrêt rejeter la faute sur les autres. Et le cinquième, c'est quelqu'un qui a des antécédents douteux, notamment des choses qui se sont répétées par le passé et qui vont probablement continuer à se répéter dans le futur. Si aujourd'hui tu as envie de te faire accompagner et de progresser, que tu as envie d'avoir des mentors, que ce soit un mentor virtuel, quelqu'un que tu suis sur internet, ou un mentor physique, quelqu'un chez qui tu prends du coaching par exemple, il y a des choses à savoir sur les mentors, des pièges à éviter. Moi j'en ai fait les frais, j'ai passé une année horrible à cause d'un mentor qui m'a calomnié. Et je t'en parle dans une vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines et que tu peux voir en cliquant ici. Nous on se retrouve tout de suite dans la vidéo, à tout de suite.